je vous propose qu'on commence en dépit du fait que je vois encore beaucoup de personnes qui arrivent parce que le planning est très serré. Donc, avant toute chose, je me présente. Je m'appelle Valérie Burté-Saramegna. Je suis maître de conférence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et je suis en charge de la première année commune des études de santé, la PACES, qui prépare nos étudiants aux différents concours de santé. Ce soir, je vous souhaite la bienvenue dans notre université, bien sûr, au nom du président qui avait un autre engagement à la même heure et qui regrette de ne pas pouvoir être présent. C'est un plaisir pour nous, comment dirais-je, établissement public de transmission et de partage du savoir et de la connaissance, de voir notre amphithéâtre 400, le plus grand que nous ayons, aussi plein pour une conférence un lundi soir à 18h. C'est pas souvent. Donc, je vous remercie tous d'être venus, mais effectivement, je pense que tout le monde a bien compris que le jeu en vaut la chandelle. Donc, nous avons organisé cette conférence, on a fait un petit peu une OPA sur le professeur Kayat lorsque nous avons appris qu'il était sur le territoire. Moi, j'ai appris ça par l'intermédiaire d'amis communs. Il n'était pas au départ prévu qu'il se libère du temps pour venir nous parler. Donc, je le remercie également à titre personnel d'avoir accepté cette invitation. Alors je pense que depuis que nous avons lancé cette opération de communication, après qu'il ait accepté de venir nous parler, vous avez certainement dû tous taper sur Google et sur Wikipédia pour voir exactement qui il était et tout ce qu'il avait fait et continuait à faire de sa vie jusqu'ici. Donc comme vous le savez, il est actuellement président de l'Institut international de cancérologie. Il a été chef du service d'oncologie médicale à la Pitié-Salpêtrière pendant entre 90 et 2017, plus d'autres fonctions au sein de cette université, professeur de cancérologie bien sûr à l'UPMC, l'université Pierre et Marie Curie, que je salue au passage puisque c'est notre partenaire pour le déploiement des études de santé à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Il a été également professeur adjoint au centre médical MD Anderson au Texas, ce qui est quand même pas rien. Membre du conseil de direction de la Société américaine d'oncologie clinique, organisateur du sommet mondial de cancérologie à l'UNESCO. Il est à l'origine de la Charte de Paris contre le cancer, conseiller directeur général de l'OMS depuis 2007. Bref, je vais pas tout citer parce que sinon c'est moi qui vais parler plus longtemps que lui. Évidemment, il a reçu tout un tas de prix et de distinctions nationales comme la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite et les palmes académiques, bien évidemment. Et concernant ses publications, il y en aurait trop pour que je les cite, tant elles sont en plus éclectiques, que ce soit des ouvrages de vulgarisation scientifique autour de la cancérologie, ce sujet qu'il passionne, des publications aussi de type roman, et puis bien sûr tous les articles scientifiques qui nous intéressent plus. Alors ce soir, nous avons le privilège de l'accueillir entre nos murs. Et comme vous le voyez, il va falloir qu'on dise au président de nous construire des amphithéâtres plus grands, hein, parce qu'on est vraiment pas à la hauteur de l'événement là ce soir sur les infrastructures. Donc je vais lui laisser la parole et au nom de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, nous vous remercions du fond du cœur, professeur Kayat, d'être venu nous parler. Je vous précise tout de suite, afin que vous ayez le temps de digérer la frustration, qu'il n'y aura pas de questions. Parce que j'ai un dîner derrière. Ce n'est pas de ma volonté. Voilà, si vous êtes d'accord, je lui laisse la parole et je vous souhaite une belle conférence. Mesdames et messieurs, avant de commencer cette conférence, je voudrais vous dire combien je suis touché de vous voir tous aussi nombreux ce soir dans cet amphithéâtre pour venir m'écouter. Je suis très touché, très ému. Ça fait 15 jours que je suis sur le Caillou, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'appelle, et que j'ai découvert à quel point cet endroit était absolument, certes très loin de Paris, mais tellement beau, et surtout beau de la beauté des gens qui y habitent et qui m'ont reçu d'une manière exceptionnelle. Donc merci à tous d'être là. Alors je voudrais également bien sûr remercier l'Université de Nouvelle-Calédonie et Madame Valérie Burté pour ces mots très gentils. Remercier surtout mes amis Hervé et Marie-Rose Godibert qui se sont occupés de ma femme et moi depuis 15 jours, nous ont amenés à l'île des Pins, à Lifou, dans une tribu, enfin un peu partout.
On s'est vraiment régalé. Merci à Kila qui a géré tout ça, qui a tout organisé. Merci à Eric Yann. Et puis un petit merci particulier pour le chef d'une tribu, celle de Tchamba, avec qui nous avons partagé une coutume. Et j'ai adoré tout ce que j'ai appris de lui sur les vieilles traditions de ce pays merveilleux. C'est le monsieur El Aïcha. Donc merci à vous tous. Alors, ce soir, nous allons parler de quelque chose, en fait, d'assez terrible et quelque chose qui fait peur à peu près à tout le monde, pour plein de raisons. La première, c'est que ça semble une espèce de trou noir. On ne sait pas ce que c'est. Pourquoi quelqu'un, vous, moi, votre frère, votre femme, ce soir, dans un mois, dans 2 mois, va développer une boule, une tumeur dans le sein, dans le côlon, dans le poumon? Pourquoi, lorsqu'on l'aura enlevé, cette maladie va revenir sous forme de métastase quelques années plus tard, dans le foie, dans les os, dans les poumons? Pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le sein? Il y a tellement de questions auxquelles peu de gens peuvent répondre, voire probablement personne encore, vraiment, si on voulait chercher une réponse sérieuse et approfondie. Donc c'est quelque chose qui fait peur. Qui fait peur aussi parce qu'on se sent encerclé, on se sent complètement pris au piège par tous les amis, tous les parents, tous ceux autour de nous dont on apprend qu'ils sont touchés par le cancer, qui malheureusement, beaucoup encore, décèdent de cette maladie. Et on a l'impression qu'elle va nous toucher, nous, demain, et qu'elle nous menace en permanence. Et c'est bien évidemment quelque chose qui nous fait extrêmement peur. Et encore une fois, ce d'autant plus qu'elle est entachée, cette maladie, qui n'arrive pas décidément à être une maladie comme les autres, qu'elle est entachée de tellement de stigmates qui en font une espèce de truc barbare, de truc noir, avec un fatalisme. À dire à quelqu'un qu'il a un cancer, c'est bien souvent, pour celui qui écoute ce diagnostic, pour ce nouveau malade, c'est bien souvent le diagnostic de mort qui lui semble être fait, et alors qu'en réalité, les choses ne sont pas celles-là, et je vais essayer de vous l'expliquer, ou je reviendrai un jour vous expliquer les progrès dans le traitement du cancer. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on est confronté à une maladie terrible par plein de ses aspects, une maladie qui touche un homme sur 2 dans notre pays, y compris la Nouvelle-Calédonie, une femme sur 3, une maladie qui tue plus dans le monde que le paludisme, plus la tuberculose, plus le sida réunis, une maladie dont le nombre de nouveaux cas double tous les 20 ans dans le monde. Il y avait 10 millions de cas en l'an 2000 avec 6 millions de morts dans le monde. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dans très peu de temps, dans 2 ans, en 2020, il y aura 20 millions de cas au lieu de 10 millions et 10 millions de morts au lieu de 6 millions. Donc vraiment une maladie qui nous fait peur, une maladie qui nous encercle, une maladie dont on ne comprend pratiquement rien. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes ici aussi nombreux ce soir à venir m'écouter. Mais c'est aussi pour ça que moi, il y a plus de 45 ans, j'ai choisi de me battre contre elle. Alors, une fois qu'on a expliqué pourquoi on est là, pourquoi on parle du cancer, il nous reste à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec cette maladie. En fait, si vous voulez bien, je vais prendre à peu près une moitié du temps qui m'est imparti pour vous expliquer ce qu'est un cancer. D'abord, ça vous permettra d'en avoir un peu moins peur, car demain, vous serez seul, sans moi, et il vous faudra continuer de vivre avec cette inquiétude de cette maladie qui semble tous nous menacer. Et donc, je vais essayer de vous expliquer pour la démystifier. En fait, vous n'imaginez pas à quel point nous savons des choses sur cette maladie, sur le comportement des cellules cancéreuses, qui nous permet d'ouvrir la porte à un espoir immense, celui vraiment de l'éradication un jour de cette maladie. Alors, on va passer à la moitié du temps à essayer d'expliquer ce qu'est un cancer. Alors, bien évidemment, Madame Burté, encore une fois, il faudra qu'elle excuse les approximations que je vais faire, mais c'est le seul moyen de rendre compréhensible quelque chose d'aussi complexe que le cancer. Et en même temps, je vais essayer de vous amener au niveau d'un étudiant de 6e ou 7e année de médecine, en espace d'une demi-heure. Je vais vous donner des informations qu'un étudiant met 6-7 ans à accumuler et à comprendre. Ensuite, je vous parlerai bien évidemment d'une des causes du cancer, qui est l'alimentation. Et si je ne réponds pas à vos questions, c'est pas que ces questions m'effraient ou que je serai, je pense, dans l'incapacité d'y répondre. Non, c'est parce que j'ai malheureusement, enfin heureusement pour moi, mais malheureusement pour vous, un dîner derrière. Et comme Madame Burté vous l'a dit, franchement, j'étais pas prévu de faire une conférence pendant mon séjour. J'étais en vacances et c'est vraiment à la demande de l'UNC et pour faire plaisir à mes amis qui m'ont invité avec la Société Sullivan que j'ai accepté de venir. Ça me fait immensément plaisir, mais il n'empêche que j'ai ce moment de camaraderie et de gentillesse. Et puis un moment culinaire aussi, tout à l'heure, juste avant que je prenne l'avion à 1h du matin pour Tokyo. Voilà pourquoi j'ai un timing un peu précis. Alors,
à quoi c'est dû le cancer, déjà, avant de parler de qu'est-ce que c'est un cancer? Alors, le cancer, c'est simple. Dans nos pays, c'est... Alors, naturellement, dans certains pays, les causes peuvent être différentes. Il y a plus d'infections qui donnent le cancer en Afrique qu'en France. Mais globalement, c'est à peu près la même chose. Dans nos pays développés, 30% des cancers sont dus au tabac. C'est la première cause de cancer. Pour autant, il faut comprendre que tous ceux qui fument ne vont pas avoir un cancer. Et c'est ce qui fait que certains se disent « mais c'est pas vrai », etc. Mais si c'est vrai, 30% des cancers sont dus au tabac. Il y a à peu près 70 000 personnes chaque année en France, métropolitaine en tout cas, meurent du fait du tabac. Alors, j'ai été le premier à lutter contre le tabac en France, puisque en 2003-2004, quand j'étais le conseiller du président Chirac, j'ai augmenté le prix du paquet de cigarettes de 3 à 4, puis 4 à 5 euros en l'espace de 18 mois. Philippe Maurice m'en a tellement voulu qu'ils ont fait une brochure « Comment contrer le professeur Kayat » que j'ai vu récemment, car j'ai fait passer les ventes de cigarettes de 84 milliards à 52 milliards. Il y a eu 1 800 000 fumeurs en moins. Mais ils sont tous repris le tabac dans les années qui ont suivi, car en fait, l'idée d'interdiction du tabac, à mon avis, je n'y crois plus du tout. Il y aura des trafics, il y aura des mafias, il y aura toujours, c'est comme la prohibition pour l'alcool, on n'y arrivera pas. Il faut trouver d'autres façons de fumer, ce qui donnerait moins le cancer ou pas le cancer. C'est le cas de la cigarette électronique, par exemple, et d'autres formes de tabac. 30%. Ensuite, 30% des cancers sont dus aux hormones. Alors là, on ne peut pas faire grand-chose, hein, parce que c'est les oestrogènes qui sont les hormones féminines qui font que, mesdames, vous êtes des femmes, et la testostérone, l'hormone masculine, qui font que nous sommes des hommes. Alors on ne peut pas enlever la testostérone, puisque sinon on serait castré, et on ne peut pas enlever non plus les oestrogènes chez les femmes, parce que c'est pareil, elles seraient castrées. Donc on ne peut rien faire sur ces 30% de cancers-là. On en est à 60%. Ensuite, vous avez 12% à peu près des cancers qui sont dus à des agents infectieux, des bactéries, des virus. Alors les plus connus, c'est le papillomavirus, pour lequel il existe un vaccin, mais je ne sais pas pourquoi, en France, on est contre les vaccins, et c'est une idée complètement absurde, car il protège vraiment, ce vaccin, anti-HPV, papillomavirus, ce virus qui donne les cancers du col de l'utérus, de l'anus, du pénis et de la bouche, à cause des rapports horosexuels. Je vous laisse le temps de réfléchir à ce que ça veut dire. Bon, mais enfin, je préfère vous préciser, c'est le premier rapport qui contamine quand vous avez 15 ans ou 16 ans, parce qu'après, vous avez une immunité dans la bouche qui vous permet de faire ce que vous voulez. Là, je dis ça parce qu'une fois, j'ai fait une conférence il y a quelques mois en Vendée, et quand je suis sorti, j'ai entendu une dame qui disait à son mari « T'as entendu ce qu'il a dit le professeur Kayat ?» Non. Donc, précision, vous pouvez continuer. Bon, alors, le papillomavirus, le virus de l'hépatite pour le cancer du foie, le virus, l'hélicobactère, une bactérie qui donne le cancer de l'estomac, etc., etc. Ensuite, vous avez à peu près 5% des cancers qui sont dus à des phénomènes physiques, les radiations ultraviolettes du soleil qui donnent les cancers de la peau, mais aussi la radioactivité, bien sûr, accidentelle, qui va faire circuler de la radioactivité dans l'atmosphère, ou les essais, car cette radioactivité dure des années, des dizaines d'années, et circule dans l'atmosphère, mais aussi la radioactivité naturelle du sol. Il y a dans le sol du radon, qui est une pierre, mais qui est radioactive et qui contribue à donner des cancers. Alors, c'est les cancers de la thyroïde, les cancers de la peau, etc. Et puis, vous allez avoir 5% des cancers qui sont héréditaires. Là, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas fumé, vous avez bien mangé, vous avez fait du sport, vous avez fait tout, mais malheureusement, vos parents vous ont transmis un gène anormal, muté dès votre naissance, donc qui est présent, cette mutation, dans toutes les cellules de votre corps, puisque soit le spermatozoïde, soit l'ovule, l'un venant du père, l'autre venant de la mère, naturellement, quand ils se sont fécondés à l'origine de votre propre vie, eh bien, l'un des deux a apporté au futur bébé un gène anormal, et ce gène anormal va être responsable d'une très forte probabilité de développer un cancer dans la vie de cet individu à venir. Alors, il y a des gènes pour le cancer du sein, il y a des gènes pour le cancer du côlon, enfin voilà. Alors ça, c'est 5%, c'est Angelina Jolie, par exemple, et là, malheureusement, heureusement, nous avons des tests génétiques aujourd'hui qui nous permettent, dans des familles où on voit qu'il y a trop de cancer quand même, on permet de le diagnostiquer et à ce moment-là de proposer une thérapeutique préventive. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a ce test et donc il ne faut pas hésiter, les médecins, à le prescrire, à le préconiser quand on voit bien que dans une famille, il y a trop d'un certain type de cancer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des sociétés, 23andMe, sur Internet, vous payez $150 et ils vous envoient un petit écouvillon, vous mettez de la salive, vous le renvoyez, ils vous disent si vous avez le gène.
Bon, donc vraiment, c'est quelque chose qui s'est considérablement banalisé aujourd'hui, ça fait 5%. Et si vous faites le total, grosso modo, il y a 1 ou 2%, c'est la pollution, etc. Si vous faites le total, le stress, et si vous faites le total, il va vous manquer 20%. Eh bien, ces 20%, c'est l'alimentation. Un cancer sur 5 est dû à ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons, et les maladies que nous développons sont des maladies que nous développons la plupart du temps à cause de ce que nous mangeons, qu'il s'agisse au premier chef, et c'est l'objet de notre conférence ce soir, du cancer, comme d'ailleurs du diabète, des maladies dégénératives, des maladies qu'on appelle non communicables dans le langage de l'OMS. Voilà, 20% des cancers sont dus à l'alimentation. Mais pour autant, est-ce que ça vous semble simple de comprendre comment, en mangeant une banane ou une orange, ou un petit bout d'igname, je ne sais pas, du taro, tout ce que j'ai goûté pendant 15 jours, de manger un morceau de viande ou un peu de charcuterie, un poisson, une salade, une tomate, est-ce que ça vous semble logique de penser qu'en mangeant ça, vous allez réellement influer sur votre risque de développer un cancer, en l'augmentant ou en le diminuant? Et puis comment ça peut marcher qu'une banane, elle va rentrer dans mon estomac, je vais la digérer, je vais l'éliminer après en allant aux toilettes. Comment cette banane, elle a pu influer sur mon risque d'avoir un cancer? C'est pas si simple de comprendre ces mécanismes, et c'est ce que j'espère arriver à vous expliquer dans l'heure qui va suivre. Alors, si je vous pose la question à tous, qu'est-ce que c'est un cancer pour vous? Vous allez voir, la plupart du temps, posez-vous la question 2 secondes dans votre esprit, vous allez voir que la réponse, vous allez dire, c'est une boule. C'est une boule dans le sein d'une femme, c'est une boule dans la radio de poumon d'un fumeur, c'est une boule, c'est ce qu'on appelle une tumeur. Alors, effectivement, c'est une façon simple de définir le cancer. Pour autant, ça n'est pas le cancer, c'est un symptôme du cancer. En effet, si le cancer, c'était la boule, le fait d'enlever la boule devrait guérir du cancer. Or, malheureusement, on a beau enlever la boule, si on ne fait pas autre chose, on voit bien, on le sait, on l'a lu, on l'a vu, on l'a entendu, puis on a des expériences autour de nous, malheureuses, si on ne fait pas autre chose qu'enlever la boule, opérer le poumon, opérer le sein, opérer l'intestin, eh bien malheureusement, la maladie risque de revenir ailleurs dans les années qui suivent. Donc ça veut bien dire que la boule n'est pas le cancer, elle est le symptôme du cancer, comme la fièvre est le symptôme de l'infection. Mais si vous faites tomber la fièvre et qu'il y a une infection bactérienne et que vous ne donnez pas d'antibiotiques, malheureusement, ça va mal finir. Eh bien, c'est exactement pareil pour le cancer. La boule, c'est un symptôme, c'est une partie de la maladie, mais ça n'est pas toute la maladie. Mais maintenant, pour essayer de vous amener à comprendre les liens entre alimentation et cancer, vous allez voir d'étape en étape, de plus en plus dans l'intimité de ce que sont les mécanismes qui concourent à l'apparition d'un cancer. Alors, on a dit c'est une boule. Très bien. Si on prend cette boule, alors, pardon mesdames, mais généralement dans toutes les conférences du monde, mes maîtres avant moi, mes élèves après moi, on parle toujours comme exemple du cancer du sein. Alors, un jour, quelqu'un qui m'a dit, pourquoi vous ne voulez pas parler du cancer de la prostate, ça nous soulagerait. Bon, écoutez, on va parler du cancer du sein. Pardon, mesdames. C'est cancer très fréquent, puisqu'il y a une femme sur 9 en France qui a un cancer du sein, et que bien que ce soit un des cancers qui se guérissent le mieux, puisque 85% à peu près des femmes atteintes de cancer du sein et bien soignées aujourd'hui vont guérir, il ne reste pas moins que les 15% qui restent, comme c'est un cancer très fréquent, 58 000 nouveaux cas chaque année en France, eh bien ça va faire 11 000 morts. Il y a une femme toutes les heures, 11 000 morts, ça veut dire que toutes les heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a en France une femme qui meurt encore aujourd'hui, en 2018, du cancer du sein. Donc c'est pour ça que c'est un sujet, le cancer du sein dans le cancer, qui mérite une attention particulière. Nous sommes tous, nous avons des femmes, des mères, des filles, et donc c'est quelque chose qui nous concerne. Donc pardon si je prends l'exemple du cancer du sein. Alors vous prenez cette boule, vous allez opérer cette dame qui a trouvé une boule dans son sein, que le gynécologue a palpée, le chirurgien l'enlève, et là vous la regardez au microscope, vous la coupez en petites tranches pour faire le diagnostic, et qu'est-ce que vous allez voir au microscope? Vous allez voir qu'en réalité, à l'intérieur de cette boule est constituée de toutes petites particules qu'on appelle des cellules, et je vais vous expliquer ce qu'est une cellule dans un instant, est constituée de toutes petites cellules qui se regroupent les unes à côté des autres et qui finissent par constituer cette tumeur. Pour vous dire combien c'est petit une cellule, c'est que sur une boule qui fait 1 cm de diamètre, donc c'est petit comme ça, 1 cm, une boule qui fait 1 cm de diamètre, elle contient déjà 1 milliard de cellules cancéreuses regroupées les unes à côté des autres. À l'origine de chacune de ces tumeurs, sur le sein, la prostate ou ailleurs, qui contiennent sur 1 cm de diamètre 1 milliard de cellules, eh bien, il y a toujours à l'origine une cellule qui est devenue cancéreuse, qui s'est transformée, on dit, elle est devenue maligne, elle est devenue cancéreuse, et cette cellule a fait quelque chose d'invraisemblable, et qui en fait ce prédateur terrible de l'humanité, c'est que cette cellule s'est mise à se multiplier. Une cellule est devenue cancéreuse, mais très vite, elle va en donner 2, puis 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, jusqu'à finir par avoir
1 milliard de cellules regroupées, toutes les filles de cette première cellule qui s'est transformée. Et ce milliard de cellules cancéreuses va finir par constituer cette tumeur qui a fait le diagnostic. Alors, une première cellule s'est transformée en cellule cancéreuse et s'est mise à proliférer. Mais bien évidemment, merci d'accepter cette information, mais je me dis que vous vous demandez, mais c'est quoi une cellule? C'est petit, d'accord, ça peut être cancéreux, d'accord, ça ne l'était pas au début, puis c'est devenu cancéreux, c'est la transformation maligne, mais c'est quoi une cellule? Alors, pour comprendre ce qu'est une cellule, on va aller au fondement même de la vie. Car en fait, tout ce qui vit sur cette terre, tout, les animaux, les plantes, les fleurs, les arbres, et bien sûr les êtres humains, tout ce qui vit est constitué de cellules. Ces cellules, ce sont les petites briques qui constituent la matière vivante. Des cellules dans un corps humain d'adulte, il y en a à peu près, alors prenez des papiers et des crayons parce que je vais vous donner quelques chiffres. J'ai dit 1 centimètre, 1 milliard de cellules. Maintenant, je vous dis combien de cellules dans un corps humain adulte? Il y en a 1 million de milliards. Pour ceux qui connaissent les maths, 10 puissance 15 cellules. Donc c'est pour vous dire comme c'est petit. Et ces cellules, en fait, elles sont organisées pour constituer des organes, d'accord? Ces organes, c'est le cœur, les poumons, les reins, le foie, le cerveau, les yeux, etc. Et elles s'organisent en organes, et tous ces organes ensemble, tout ce million de milliards de cellules ensemble, finissent par constituer un être vivant, et encore une fois, qu'il s'agisse d'un arbre, d'un chien ou d'un être humain. Mais d'où vient ce million de milliards de cellules qui me constituent, qui vous constituent, chacun d'entre vous? En réalité, toutes ces millions de milliards de cellules, toutes ces cellules qui me constituent, proviennent elles aussi d'une seule première cellule. C'est qui cette première cellule? C'est en fait la fécondation d'une ovule, c'est-à-dire une cellule produite par la maman, par le spermatozoïde, une cellule produite par le papa, et dans l'utérus de cette future maman, le spermatozoïde féconde, c'est-à-dire pénètre à l'intérieur de l'ovule et fusionne avec cet ovule, et ce mélange spermatozoïde-ovule va constituer une première vraie cellule humaine. Alors, c'est pareil pour le pistil et l'étamine dans une fleur, c'est une cellule femelle qui va féconder, enfin une cellule mâle qui va féconder une cellule femelle et qui va constituer, dans quelque espèce que ce soit, la première cellule d'un futur être vivant, qu'il soit végétal ou animal. Cette première cellule, dès qu'il y a eu la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde dans l'utérus de cette future maman, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que cette cellule va se mettre immédiatement, dans les minutes qui suivent la fécondation, elle va commencer à produire deux phénomènes, deux processus, qui sont à l'origine même de la vie, mais vous allez voir qu'ils sont à l'origine du cancer aussi. Ces deux processus, il y en a un qui est qualitatif et un qui est quantitatif. Vous me suivez pour l'instant, c'est bon? Bon. Alors, vous hurlez si vous suivez plus. Alors, donc vous avez deux phénomènes qui se produisent dans les secondes après la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. Ces deux phénomènes, je l'ai dit, l'un est quantitatif, l'autre est qualitatif. Alors le plus simple à comprendre, c'est quantitatif. Cette première cellule va faire immédiatement une chose, elle va se mettre à se multiplier elle aussi. Et une cellule, spermatozoïde-ovule, qui sont des demi-cellules, cette première cellule qui vient d'apparaître va se multiplier, va en donner 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etc. Bien sûr, puisque je vous dis que je fais 1 million de milliards de cellules. Or, au départ, je faisais qu'une cellule dans le ventre de ma mère. Donc, c'est bien eu un phénomène quantitatif. Il a fallu passer de 1 à 1 milliard. Eh bien, voilà, on a fabriqué des cellules parce qu'on a fabriqué de la matière vivante. Alors, au début, il y a quelques centaines de cellules, puis quelques milliers, puis quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers, quelques millions. On arrive à un petit embryon, puis ensuite quelques dizaines, centaines de millions, on arrive à un fœtus, et puis ensuite on arrive à un bébé qui naît, qui comporte déjà presque un peu moins d'1 million de milliards de cellules, et qui va grandir ensuite jusqu'à arriver à un gros bonhomme comme moi, qui contiendra 1 million de milliards de cellules. Donc vous imaginez la puissance de cette toute première cellule, cet ovule fécondé par ce spermatozoïde, cette étamine fécondée par le pistil. Voilà, ça possède une force phénoménale qui est dans cette capacité de générer de la matière vivante, des cellules vivantes. Ça, c'est le phénomène le plus simple, il est quantitatif. Le deuxième phénomène, il est un peu plus compliqué, il est qualitatif. Ben oui, parce que cette première cellule, elle en donne 2, 4, 8, 16, 32. Mais il faut bien reconnaître que quand elle va arriver à quelques milliers, toutes ces cellules ne vont pas faire la même chose. À un moment donné, alors que ces cellules se mettent à proliférer dans l'utérus, il y en a qui vont dire, bon, moi, les copines, je vais aller faire le cœur. Et donc, elle se met au milieu du futur thorax. Et puis, il y en a qui vont dire, bah, moi, je vais faire les poumons. Elles vont se mettre de part et d'autre du cœur. Et puis, il y en a qui vont dire, moi, je vais faire le foie. Alors, elle se met sous le poumon droit. Et il y en a d'autres qui vont dire, moi, je vais faire ceci, moi, je vais faire cela.
En se disant ça, en fait, elles se différencient les unes des autres. Certaines deviennent des cellules du cœur, d'autres des cellules capables de battre, car la fonction du cœur, c'est de battre. D'autres vont devenir des cellules du poumon, qui vont se mettre à respirer. La fonction du poumon, c'est de respirer. Il y en a d'autres qui vont se mettre qui vont devenir des cellules du rein et qui vont se mettre à fabriquer de l'urine pour détoxifier, pour laver le sang. Et il y en a qui vont faire du foie, il y en a qui vont faire du cerveau, qui vont penser, il y en a qui vont faire de la rétine et qui vont devenir sensibles à la lumière et qui vont permettre de voir. Donc en fait, ces cellules vont, à un moment donné, quand elles se retrouvent au nombre de quelques centaines de milliers, ces cellules, dans ce qui sera plus tard l'embryon, vont commencer à se différencier pour assurer une fonction. Et alors, si vous avez, par exemple, on va prendre le cœur, qui est la chose la plus simple à comprendre, une cellule au milieu de ces quelques centaines de milliers dit « moi, salut, je vais faire le cœur », elle se met à un certain endroit dans le futur embryon, et en même temps qu'elle se met à cet endroit, elle va assurer une nouvelle fonction qui est de battre pour faire circuler le sang. Alors elle bat, qu'est-ce qu'elle fait, cette cellule qui est capable de se raccourcir et de s'allonger, de se raccourcir et de s'allonger? Cette cellule, elle va se diviser, elle aussi, elle continue. J'ai besoin d'1 million de milliards de cellules. Donc elle va se diviser, elle va en donner 2, 4, 8, 16, sauf que là, toutes les cellules auxquelles elle donne naissance seront toutes des cellules du cœur. Et c'est pour ça que toutes ces cellules cardiaques, myocardiques on dit, toutes ces cellules du cœur qui regroupées ensemble vont finir par constituer le cœur, et que ce cœur, constitué de millions de petites cellules capables de se battre, va finalement être capable lui-même, le cœur, de battre. En fait, chaque cellule, à un moment donné, en se différenciant, va se assurer pour le futur organisme complexe qu'est un être humain, va finir par s'engager dans le fait de produire, d'assurer une certaine fonction nécessaire à la vie, fabriquer de l'urine, penser, voir, battre pour le cœur, respirer pour les poumons, etc. En fait, on estime qu'il y a grosso modo 200 types de cellules dans un être humain. Encore une fois, les cellules du cœur qui battent, les cellules du rein qui font l'urine, les cellules du foie qui détoxifient le sang, les cellules du poumon qui respirent, les cellules de la rétine qui voient, etc. Au total, à peu près 200 types de cellules. Donc vous avez compris que dans tout ce phénomène qu'on appelle l'embryogénèse, la phétogénèse, c'est-à-dire la fabrication d'un futur individu dans le ventre d'une maman enceinte, eh bien, ces deux phénomènes, c'est fabriquer des cellules, au début, des cellules indifférenciées, capables de faire n'importe quoi, et puis petit à petit, chacune de ces cellules se destine à une fonction, et à partir de ce moment-là, ces cellules qui sont différenciées en une cellule particulière, cœur, poumon, foie, chacune de ces cellules va continuer de se diviser pour créer de la matière vivante, pour créer des nouvelles cellules, et finir par constituer un organe qui assurera une fonction, et c'est de la coordination de toutes ces fonctions que nous arrivons à vivre. Si mon cœur s'arrête de battre, même si les poumons respirent, je meurs. Si mes poumons respirent et mon cœur bat, mais que mes reins ne fonctionnent plus et n'épurent plus mon sang, je meurs. En fait, c'est parce que chacune des cellules constituant chacune un organe particulier assurant une fonction particulière, c'est l'ensemble de ces fonctions toutes ensemble qui permet à une vie d'exister. Alors, encore une fois, on va rentrer un peu plus. Vous avez vu, on a dit, une boule, le cancer, c'est une boule. Après, on a dit, à l'intérieur de cette boule, il y a des cellules, 1 milliard de cellules dans une boule d'1 centimètre. Ensuite, on a dit, mais d'où viennent ces cellules? Elles viennent de la première ovule fécondée par le premier spermatozoïde. Ces cellules qui naissent comme ça, à la fois en créant de la matière vivante, mais en même temps en se différenciant pour assurer différentes fonctions. Jusque-là, vous avez compris. Pour autant, ça semblait extrêmement simple et extrêmement, finalement, sympathique de se dire, voilà, il y a quelques centaines de cellules dans le futur embryon, et il y en a une qui dit « Salut les copines, je vais faire le cœur ». Sauf que dans la réalité, elles ne parlent pas, les cellules. Donc il n'y en a pas une qui a dit « Salut les copines ». Qu'est-ce qui s'est passé? Comment une cellule fait-elle pour savoir qu'elle doit se diviser? Comment une cellule se multiplier? On dit diviser, multiplier, proliférer, ça c'est la même chose. Et comment une cellule sait-elle qu'elle doit faire du cœur et se mettre à battre, ou faire de la rétine et se mettre à voir, ou se mettre à fabriquer de l'urine ou à respirer? En réalité, une cellule, c'est une jolie petite boule, extrêmement petite, n'oubliez pas, on en a 1 million de milliards, chacun d'entre nous. Mais cette petite cellule, cette petite boule, en fait, c'est comme un ordinateur. C'est magnifique, c'est franchement beau quand vous la regardez au microscope, et un ordinateur, ça peut être joli, à l'époque des Macintosh, vous vous rappelez, mais pour autant, ça n'est incapable de faire quoi que ce soit si on ne lui dit pas ce qu'il faut faire. Vous avez le plus bel ordinateur du monde, si vous n'avez pas le logiciel de traitement texte, vous n'écrirez rien. Si vous n'avez pas de trucs pour aller sur Internet, Explorer, etc., vous n'irez nulle part. Et voilà, donc un ordinateur, ça ne fait que ce que les logiciels lui permettent de faire. Eh bien, une cellule, c'est pareil. Ça ne fait que ce que ces logiciels à elle, cette cellule, lui
disent de faire et lui permettent de faire. Et c'est quoi ces logiciels dans une cellule? Eh bien, c'est ce que l'on appelle des gènes. Où sont situés ces gènes, qui sont ces recettes qui permettent à une cellule de savoir ce qu'elle doit faire et comment elle doit faire pour le faire? Où sont situés ces gènes? Ils sont situés dans les chromosomes. Vous l'avez appris à l'école en sciences naturelles, pour ceux qui ont mon âge. Et maintenant, c'est SVT. Et ces chromosomes, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de partout, quand on parle d'enquête criminelle, etc., c'est ce qu'on appelle l'ADN. Alors, qu'est-ce que c'est l'ADN? Comment sont écrits nos gènes? Comment un gène dit-il, explique-t-il à une cellule comment battre, comment voir, comment respirer? Eh bien, en fait, ces gènes, dans l'espèce humaine, il y en a 30 000, il faut savoir, à peu près 25-30 000. Il faut savoir que le patrimoine génétique, c'est-à-dire la quantité de gènes et la nature des gènes, est propre à une espèce donnée. Donc nous, les êtres humains, c'est 25-30 000 gènes, mais vous avez des espèces qui ont 15 gènes, 4 gènes, 2000, 10 000, etc. Mais c'est propre à une espèce. C'est le patrimoine génétique propre à une espèce donnée. Donc nous, les êtres humains, on a à peu près 25-30 000 gènes. Alors, c'est quoi un gène et comment c'est écrit et c'est quoi l'ADN? Alors en fait, on a dit, une cellule, c'est une petite boule qui contient des chromosomes, dans l'espèce humaine 46 chromosomes. Ces chromosomes sont constitués en fait d'une molécule qu'on appelle l'ADN. Cet ADN, c'est le support sur lequel sont écrits nos gènes. Alors, ils sont écrits comment? Ils sont écrits avec un alphabet qui est extrêmement simple et qu'on appelle entre nous le code génétique, qui est constitué non pas de 26 lettres, mais de 4 lettres. On les appelle A, T, C et G. En fait, ces 4 lettres, ce sont 4 molécules chimiques différentes les unes des autres, qui, assemblées les unes à côté des autres, finissent par écrire des mots, des phrases, des textes et des recettes. Alors, cet ADN, et c'est en rentrant au contact de cet ADN que vous allez tout à l'heure être capable de comprendre comment l'alimentation, le stress, le tabac, etc. peuvent contribuer à donner du cancer. Cet ADN sur lequel sont écrits tous les gènes qui conditionnent la capacité de nos cellules à faire ce qu'elles doivent faire, y compris à se multiplier, eh bien, ces gènes sont écrits sur ce filament d'ADN. C'est un petit filament. En fait, il y en a deux, un qui est venu dans le spermatozoïde de votre père, un qui est venu dans l'ovule de votre mère. Donc nous avons tous à l'intérieur de chacune de nos cellules, 1 million de milliards, nous avons 2 filaments d'ADN qui ont cette particularité, 2 particularités, ces filaments d'ADN. Un, ils sont d'une petitesse et donc d'une fragilité considérable, et en même temps, pour autant, d'une robustesse incroyable. Je vais revenir sur ces 2 éléments. D'abord, la petitesse. On a dit il y a 25 000, 30 000 gènes dans l'espèce humaine écrits sur notre filament d'ADN qui constitue nos 46 chromosomes. Très bien. Sachez que ces 2 filaments d'ADN, chacun des 2, mesure à l'intérieur de chacune de notre million de milliards de cellules 2 mètres de long. C'est pour vous dire comme c'est petit. Hein. Nous avons 1 million de milliards de fois 4 mètres d'ADN dans notre corps. Et pourtant, on ne le voit pas tellement c'est petit. C'est très, très, très petit. Si on prenait tout l'ADN d'un être humain, c'est-à-dire ces 46 chromosomes qu'on les dépliait comme ça, je ne plaisante pas, si on les attachait bout à bout, on ferait une dizaine de fois l'aller-retour entre la Terre et la Lune pour un individu. Donc c'est pour vous dire comme c'est petit, c'est extrêmement petit. Mais qui dit petit dit quoi? Dit fragile. Comme un gros arbre, il va tenir au vent, il va tenir à la tempête. Mais un petit truc comme ça, c'est fragile. Vous imaginez, pour en avoir 4 mètres dans chacune de notre million de milliards de cellules, à quel point c'est petit, c'est très petit, c'est l'infiniment petit. Et sur ce filament qui fait 4 mètres de long, ou ces 2 filaments qui font 2 mètres de long chacun, comment sont écrits nos 25 000 gènes? Ils sont écrits avec ces 4 lettres du code génétique, ATCG, qui sont 4 petites lettres, 4 petites molécules, qui se tiennent par la main les unes à côté des autres, pour finir par constituer ce filament de 2 mètres de long qui est notre ADN. Et sur chacun de ces filaments de 2 mètres de long, multiplié par 2, puisqu'il y a 2 filaments, multiplié par 1 million de milliards de cellules qu'il y a dans notre corps, eh bien, chacun de ces filaments est constitué de 3 milliards de ces petites lettres ATCG qui se tiennent par la main. C'est pour vous dire combien ces petites lettres sont petites. Petites, petites, petites. Vous avez 2 fois 3 milliards multiplié par 1 million de milliards de ces petites lettres dans votre corps et vous ne le saviez même pas, vous ne les aviez pas vues. Et qui dit si petit, dit logiquement très fragile. Or, ce support matériel sur lequel sont écrits nos gènes, ce fameux ADN, il est pour autant extrêmement robuste. Comment ça? C'est logique. Imaginez qu'il ne le soit pas, qu'il ne soit que fragile, donc soumis à des risques de s'abîmer. S'il est fragile, on a dit, le vent, la tempête, n'importe quoi. Bon, si s'abîmait, on a dit que tout était écrit sur ce filament.
qui nous avons été dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, qui nous sommes aujourd'hui, qui nous serons demain en tant qu'espèce vivante. Tout ce qui est possible de faire pour un être humain, tout ce qui a été possible de faire pour un être humain est écrit dans nos gènes. Nous ne sommes, chacune de nos cellules ne fait que ce que ces gènes lui disent de faire, on l'a dit, mais nous sommes que la résultante de notre million de milliards de cellules dans lequel nos 4 mètres d'ADN à chaque fois nous disent de faire quelque chose. Donc toute notre histoire est écrite sur ces gènes, tout notre futur est écrit sur ces gènes. Si demain nous serons capables de rester 10 minutes sous l'eau ou de respirer moins d'oxygène ou plus de pollution, si demain nous serons capables de manger n'importe quoi, etc., si nous sommes déjà capables de manger un peu n'importe quoi, c'est parce que nous avons des gènes qui nous permettent de le faire. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, ce sont nos gènes qui assurent notre identité et ce sont nos gènes qui assurent nos capacités de faire quelque chose. Je disais, c'est très fragile parce que c'est très petit, mais je disais en même temps, c'est très robuste. Pourquoi? Par exemple, qu'est-ce qui fait que la couleur des yeux est ce qu'elle est? Bleu, vert, marron, noir. Parce que nous avons des gènes qui font que notre iris va se colorer en bleu, en vert, en noir ou en marron. Mais imaginez que maintenant que ces gènes qui codent pour la couleur de mes yeux, eh bien, ils s'abîment. Qu'est-ce qui va se passer? Un matin, j'ai les yeux bleus, un matin, je vais me réveiller, j'ai les yeux marrons. Et puis 3 semaines après, ça sera abîmé de nouveau par je ne sais quel mécanisme. J'ai fumé une cigarette, j'ai mangé un truc pas bon, un malbouffe, enfin quelque chose qui contribue à abîmer notre ADN. Qu'est-ce qui va se passer? J'aurai les yeux verts. Bon, à la limite, les yeux, ça, on accepte. Mais imaginez, j'ai 2 jambes, 2 bras. Un matin, je me réveille, j'ai plus qu'une jambe. Ou alors, elle est située sur ma tête. Ou alors, vous êtes endormi avec votre chat, vous réveillez, c'est un chien. Vous avez planté une rose, 2 jours après, c'est un iris. Mais si nous sommes ce que nous sommes, et si nous arrivons à rester ce que nous sommes dans le temps de notre vie, et c'est vrai pour toutes les espèces vivantes, végétales et animales, c'est parce que quelque part, notre ADN, qui est le support de nos gènes, reste suffisamment stable pour que nous soyons nous-mêmes stables. Nous ne sommes que ce que sont nos gènes. Donc, il va bien falloir imaginer des systèmes qui permettent de pallier, d'équilibrer cette fragilité liée à la petitesse et qui va permettre d'assurer la robustesse. Certes, nous évoluons, mais nous évoluons très lentement comme espèce. Bien sûr, je ne ressemble plus tout à fait à un homme de Cro-Magnon, mais comment sera ma descendance dans 100 générations? J'en sais rien. Bien sûr que les choses évoluent, mais ça, ce sont des petites évolutions. Mais des grosses évolutions qui seraient dues à des mutations de nos gènes, bien, ça pourrait survenir à n'importe quel moment. Il faut bien imaginer qu'il y existe des systèmes qui permettent d'éviter cela. Alors, comment et à quel moment un gène peut-il s'abîmer? Il existe plein de circonstances qui peuvent faire que ce truc fragile qui est notre ADN s'altère, s'abîme et conduise alors à des maladies terribles, à des anomalies terribles. La raison la plus fréquente, c'est que vous avez accepté, vous êtes vraiment très sympathique, hein, je l'ai dit, c'est un endroit merveilleux pour les gens, surtout par les gens qui y habitent, mais là, franchement, vous êtes gentil de me croire, mais je disais tout à l'heure, finalement, une cellule fait ce que ses gènes lui disent de faire, et ces gènes sont écrits sur l'ADN, on a vu tout ça. Bien. Alors, en réalité, comment ce phénomène se produit-il? Et comment un ADN peut-il s'altérer, s'abîmer? Alors, on a dit tout à l'heure, une cellule, elle va connaître, dès la première instant de la future vie de quelqu'un, va connaître un processus quantitatif. Ce processus, c'est d'être capable de se multiplier pour créer de la matière vivante. Alors, le plus logique, la matière vivante, on en a besoin quand on passe d'un spermatozoïde qui a touché une ovule à un bébé. C'est énorme la différence entre les deux. Ou entre un bébé et moi. C'est énorme aussi entre les deux. Bien. Mais il y a d'autres moments où on a besoin de créer de la matière vivante. Imaginez que je me blesse là, que je tombe sur les coraux, etc., et que j'arrache ma peau. Mais qu'est-ce qui va se passer? Heureusement pour moi, à partir des berges de ma blessure, la peau va petit à petit se reconstituer et au bout de quelques semaines, la plaie sera réparée, la peau sera revenue à la normale. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé parce qu'à partir des cellules qui étaient au bord de la brèche, au bord de la blessure, ces cellules ont reçu un ordre qui s'est intimé par leurs gènes de se mettre à de nouveau proliférer comme si elles étaient des bébés. Et elles ont commencé à fabriquer de la peau, jusqu'à recouvrir la blessure. Ou alors, si par exemple vous êtes opéré et qu'on enlève un morceau de votre foie, au bout d'un moment, le foie il aura repris sa taille normale parce qu'il aura réussi à fabriquer plein de cellules. Mais heureusement pour ma peau, pour mon foie, en situation normale, si j'ai pas de blessure, ma peau elle pousse pas. Parce qu'imaginez qu'elle pousse alors que je lui ai pas dit de pousser.
Ben, pendant que je vous parle, ma peau, elle va aller là, partout, elle va discuter. Pareil pour vous, pour votre peau. Mon foie, il va grossir, 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 alors qu'on ne lui demande pas. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose d'extrêmement raisonnable dans ce phénomène de prolifération cellulaire et de fabrication de la matière vivante. Comment une cellule fait-elle pour, on verra tout à l'heure comment elle fait pour savoir qu'il faut qu'elle se multiplie, les cellules de la blessure qui se multiplient alors que les cellules de l'autre main ne se multiplient pas. Mais avant de voir pourquoi, qu'est-ce qui leur donne l'ordre de se multiplier, il faut répondre à la question, comment font-elles pour se multiplier? Comment une cellule, vous l'avez accepté depuis le début de ma conférence, une cellule se multiplie. Comment elle fait pour se multiplier? Ben en fait, c'est simple. Une cellule, j'ai dit, c'est une petite boule entourée d'une enveloppe qu'on appelle la membrane cellulaire, et à l'intérieur, il y a plein de choses. La chose qui nous intéresse le plus, c'est les 46 chromosomes, notre ADN, les gènes. C'est ça qui va faire que la cellule va être capable de faire plein de trucs dingues. Mais il y a plein d'autres choses, des protéines, enfin, il y a beaucoup de choses à l'intérieur d'une cellule. Si une cellule veut se diviser, se multiplier pour donner naissance à 2 cellules, on a dit 1 donne 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Bien, il faut bien imaginer que les 2 cellules qui vont naître de la cellule maman, qu'on appelle la cellule mère, les 2 cellules filles, elles vont avoir le même matériel que la cellule mère. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre juste ça, chacune doit avoir 46 chromosomes. Or, la maman, elle en avait 46. Comment elle a fait pour en donner 46 à chacune de ces 2 filles? Il a fallu qu'avant de se multiplier, elle prenne le temps de multiplier tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, cette cellule, et notamment ses 46 chromosomes, pour en fabriquer 92, pour ensuite pouvoir en donner 46 à chaque fille. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle, en biologie, la mitose. La capacité d'une cellule à se multiplier après avoir préparé son matériel, l'avoir dédoublé. Mais quand vous pensez à ces millions de milliards de cellules qui en permanence se multiplient, donc préparent leur ADN, donc multiplient leur ADN en permanence, il faut savoir que chaque jour de votre vie, vous fabriquez environ 70 millions de nouvelles cellules, d'accord, pour remplacer les 70 millions qui viennent de mourir. Donc ça, c'est indépendamment des blessures, de la chirurgie. C'est juste pour maintenir votre organisme, hein. Donc 70 millions de cellules, ça veut dire qu'il y a 70 millions de cellules à chaque instant qui sont en train de multiplier leur contenu en ADN, ces fameux 4 mètres d'ADN, c'est 2 fois 3 milliards d'ATCG, en permanence vont être là pour les multiplier par 2 pour pouvoir donner la même chose, le même patrimoine génétique aux 2 cellules qui vont naître, qu'on appelle les 2 cellules filles. Et les 2 cellules filles, il va falloir que chacune, elles multiplient les 46 chromosomes qu'elles ont reçus de la maman pour en faire elle aussi 92, pour pouvoir elle aussi donner naissance à 4 cellules qui auront chacune 46 chromosomes. Eh bien, quand on fabrique 70 millions de fois par jour 46 chromosomes pour chacune de nos 70 millions de cellules qui doivent naître, eh bien, très souvent, on fait des erreurs en les fabriquant. C'est tout simple. Que vous fabriquiez des téléviseurs, que vous fabriquiez des voitures, on n'arrête pas de faire des rappels parce que l'embrayage ne marche pas, et que vous fabriquiez des cellules ou n'importe quoi, faire tous les jours 70 millions de trucs parfaits, en multipliant un truc aussi fragile, aussi complexe que l'ADN, avec ces 3 milliards de petites molécules qui se tiennent par la main et dont l'ordre est impérativement toujours le même, eh bien, des fois, on se trompe. Et donc, plus une cellule se multiplie, plus elle a de risques de fabriquer des cellules qui ne sont pas tout à fait normales sur le plan de leur contenu, et notamment sur le plan de leur ADN, de leurs chromosomes, donc de leurs gènes. Mais on verra tout à l'heure avec l'alimentation d'autres circonstances qui font que parfois, notre ADN s'abîme. Alors, on a dit l'ADN, c'est fragile, donc ça s'abîme. Je vous expliquais la circonstance la plus habituelle du risque d'abîmer l'ADN, et on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire abîmer l'ADN. Mais pour autant, on a dit c'est robuste. On a dit c'est robuste parce qu'on ne change pratiquement pas d'un jour à l'autre, d'une génération à l'autre. Et c'est vrai pour toutes les espèces animales et végétales. Comment c'est possible? Ben, c'est très simple. Je vous ai dit, le filament d'ADN, on va prendre juste un filament de 2 mètres, 3 milliards de petites lettres écrites les unes à côté des autres, A, T, C, G, G, C, A, T, etc. Et ça doit être écrit dans un ordre parfait. Car quand une cellule va chercher une information pour savoir comment, par exemple, voir, être sensible à la lumière, comment battre pour faire circuler le sang, elle va sur l'ADN, à l'endroit où se trouve le gène qui va lui expliquer ce dont elle a besoin pour savoir assurer la fonction qui est la sienne, et elle va lire la recette. Quelle recette? La recette pour fabriquer une protéine. Une protéine sensible à la lumière sur la rétine, qu'on appelle la rhodamine, une protéine capable de se contracter, de se dilater, de se contracter, de se dilater 70 fois par minute, qui est la protéine contractile de notre cœur. Ça, cette recette, comment fait-elle pour la trouver? Comment fait-elle pour savoir comment fabriquer cette protéine? C'est en lisant l'ordre très précis des mots, des lettres, des mots, des phrases de la recette qui est le gène en question.
Alors, si vous modifiez l'ordre d'écriture de ces lettres, vous pouvez changer le sens de ce que ce gène va dire de faire à la cellule. Si vous mettez S-E-L, 3 lettres, eh bien, vous avez sel. Mais si, par hasard, vous avez déplacé les lettres et vous avez fait L-E-S, ça devient lait. Alors, il vient chercher du sel et du poivre et il trouve lait. Mais il n'y a plus de sel. Eh bien, ça ne marche pas. Donc, des fois, ça ne marche pas, des fois, ça marche mal. Et là, ça peut être très grave si, quand ça marche mal, ça touche un certain type de gène. Est-ce que jusqu'à présent, vous me suivez à peu près? Bon, merci beaucoup. Alors, vous êtes déjà en 3e année de médecine, hein? Bon, on approche de la fin des études. Alors, donc, on en est là et on est robuste. Comment fait-on pour être robuste? Ben, en fait, parce qu'on a un système fabuleux qui a donné lieu à un prix Nobel il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle le télomère. Télomère, ça vient du grec télé, au bout. En fait, au bout de ce filament de 2 mètres de long, il faut que vous imaginiez que vous avez une structure qui, un peu comme à la base d'un téléphérique ou de remontée mécanique, tous les matins, il y a les moniteurs qui montent pour vérifier que les câbles sont en bon état, que personne ne va tomber en prenant le télésiège, etc. Merci. Eh bien, c'est pareil. À chaque instant, il y a, au bout du chromosome, quelque chose, un vérificateur d'ADN, qui part le long du filament et qui lit les lettres, les 3 milliards de lettres, et qui les lit pour vérifier qu'elles sont bien écrites dans le même ordre, l'ordre d'hier, d'avant-hier, de tous les jours, car c'est immuable cet ordre dans le temps d'une vie. Comment il fait pour lire et pour savoir que c'est le bon ordre? N'oubliez pas, on a 2 filaments, un du papa, un de la maman. Ils sont à côté, les 2 filaments, ils sont parallèles. Alors, il lit un filament et il écoute le filament d'à côté. Et s'il voit qu'à un instant, à un moment, sur un des filaments, celui qu'il est en train de lire, enfin, un des 2 filaments, il s'aperçoit qu'il y a une erreur d'écriture, que des lettres ont été déplacées, qu'est-ce qu'il fait, ce petit télomère? Un truc fabuleux, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est incroyable, ça absorbe de la science-fiction. Il appelle, au bout du chromosome, une enzyme qu'on appelle une endonucléase, qui est une coupeuse. Elle arrive à l'endroit où se trouve le télomère en question, et on lui dit, voilà, c'est là où est l'erreur. Qu'est-ce qu'elle fait, la coupeuse? Elle coupe le filament d'ADN de part et d'autre de l'erreur. Elle jette le morceau qui est mal écrit. Qu'est-ce qui se passe? Le télomère, et il appelle la synthétiseuse. Elle arrive à l'endroit où il y a le trou, elle lit de l'autre côté, elle refabrique le même. Et à ce moment-là arrive une autre enzyme qu'on a appelée, qui s'appelle la colleuse. Elle colle les 2 bouts, l'ADN est réparé. C'est merveilleux, c'est ça la robustesse. C'est dû à ce télomère. Le seul problème, c'est que quand le télomère il arrive au bout du filament de 2 mètres, il tombe. Je vous simplifie, hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Bon, je dis ça surtout pour Madame Berthet, qui va se dire, ils sont drôles les profs à l'UPMC, mais bon. Alors, en fait, il tombe dans le vide. Et il ne sait pas revenir en arrière. Alors, de la longueur du télomère, eh bien, dépend le temps pendant lequel vous allez vérifier la qualité de votre ADN. Si vous avez votre télomère, il comporte 10 vérificateurs et qu'il y en a un qui passe par là tous les jours, eh bien, 10 jours. Au bout de 10 jours, il n'y a plus de vérificateur. Pour autant, l'ADN continue de s'abîmer puisqu'il est fragile. Et quand il s'abîme parce qu'il est fragile, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est terrible parce qu'on a dit, si l'ADN est anormal, il est muté, on va voir comment, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il risque de se passer qu'un cancer apparaisse ou d'autres choses tout aussi terribles. Alors heureusement, la vie a créé un mécanisme de protection. Le premier mécanisme, c'est la vérification, le télomère. Mais on a là airbag et ceinture. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de télomère, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au milieu de ce filament d'ADN, il y a un gène particulier qu'on appelle P52, ou gardien du génome, en fait, vulgairement. Ce gène, il écoute en permanence le bruit que fait la lecture de l'ADN par, je vous ai dit tout à l'heure, ces structures qui viennent chercher comment fabriquer la protéine qui voit, la protéine qui se contracte, la protéine qui fabrique de l'urine, etc. Donc, il y a une lecture qui est faite, un peu comme sur un disque, et quand il entend qu'il y a des parasites, que c'est pas bon, il comprend que l'ADN est abîmé, il comprend que cet ADN n'est plus réparé depuis un moment, et à ce moment-là, ce gène, gardien du génome, qu'est-ce qu'il fait? Il suicide la cellule dans laquelle il se trouve. Ce suicide cellulaire s'appelle l'apoptose, c'est la façon dont nos cellules meurent. Et c'est pour ça que nous mourons, parce que nos cellules, à force, meurent, ne se régénèrent plus. L'apoptose, c'est un mot compliqué qui veut dire en fait un suicide cellulaire. Donc là, vous avez commencé à rentrer drôlement dans l'intimité des mécanismes de la vie. Vous êtes au niveau de l'ADN, de sa robustesse, de sa finesse. On va aller un tout petit peu en arrière, et puis après, on va parler de l'alimentation. Alors, en arrière pour dire quoi? On a dit, grosso modo, qu'une cellule, elle faisait 2 choses.
elle faisait de la création de matière vivante en se multipliant, en doublant son matériel génétique pour donner naissance à 2 cellules filles identiques à elles-mêmes. Ça, c'est l'aspect quantitatif, on l'a vu. On a dit qu'elle faisait un deuxième type d'action, ces cellules, c'était être capable d'assurer une certaine fonction. Fabriquer la protéine qui bat pour le cœur, encore une fois, la protéine qui voit, qui est sensible à la lumière pour la rétine et de l'œil, et plein d'autres protéines comme ça. Très bien. En fait, si vous réfléchissez bien, intuitivement, sans avoir besoin que je vous l'explique probablement, vous devez comprendre qu'il doit exister au moins 2 types de gènes. Des gènes qui disent à la cellule, voilà, voilà comment faire pour te multiplier, voilà comment faire pour fabriquer 92 chromosomes à partir de 46, etc., etc., doubler ton matériel, puis ensuite te diviser en 2 cellules. Des gènes qui codent, qui expliquent, c'est le mot médical, scientifique, c'est coder, des gènes qui codent pour ce que la cellule soit capable de se multiplier. Ce sont des gènes qu'on pourrait dire de prolifération. Et puis, vous avez forcément un deuxième type de gène. Là, je ne parle pas d'un gène particulier, mais d'un type de gène. Ce sont des gènes de fonction. C'est des gènes qui disent comment faire la protéine qui bat, la protéine qui voit, la protéine qui épure le sang. Donc, vous avez au moins 2 types de gènes, des gènes de prolifération et des gènes de fonction. Mais pour autant, vous devez réfléchir et intuitivement, vous devez vous dire, si je devais réfléchir au système et le dessiner, je créerais un 3e type de gène, si j'étais Dieu. Ce 3e type de gène, c'est quoi? C'est le gène qui va dire aux 2 autres gènes qu'il faut faire quelque chose ou ne rien faire. Car on a dit, les cellules de ma main blessée vont se multiplier pour recouvrir la blessure, mais les cellules de ma main opposée ne vont pas se multiplier. Donc il y a des cellules qui ont reçu un ordre de se multiplier, très bien, il y a un gène qui leur dit comment, mais il y a un gène qui leur a dit faites-le. Alors que l'autre, ce même gène, a dit vous faites rien, vous restez calme, vous bougez pas. Bon. Et de la même manière, les cellules de mon cœur, ils sont allés chercher le gène pour faire la protéine qui bat, donc mon cœur bat. Mais heureusement, la cellule de ma rétine qui voit le gène pour battre, on lui a dit, toi, tu bouges pas. Le gène pour faire la protéine qui voit, oui, celui-là, on va l'activer pour faire la protéine, parce que mes yeux doivent voir, mais en aucune manière, mes yeux doivent battre 70 fois par minute. Ou mon poumon fabriquer de l'urine. Ou mon foie se mettre à respirer. En fait, dans chacune de ces fonctions, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait bien tous les gènes, puisqu'on a toutes les cellules ont le même ADN. Mais pour autant, il y a des cellules à qui on a dit multiplie-toi et des cellules à qui on a dit ne te multiplie pas. Et en même temps, il y a des cellules à qui on a dit toi, va lire le gène pour fabriquer la protéine qui bat. Et toi, surtout, tu touches pas à cette protéine parce qu'on veut pas que tu battes. Imaginez tout mon corps qui bat 110 fois comme ça par minute. Bon. Donc, il doit bien avoir des gènes interrupteurs, des gènes régulateurs, des gènes qui disent fais ou ne fais pas. Donc finalement, quand on réfléchit, il y a 3 types de gènes. Des gènes de prolifération qui disent à la cellule comment se multiplier, des gènes de fonction qui disent à la cellule comment assurer la fonction qui est la sienne dans l'organe auquel elle participe, et puis forcément un 3e type de gènes qui sont des gènes régulateurs, interrupteurs, qui se situent à côté de ces 2 types de gènes et qui disent à ces 2 types de gènes on y va ou on n'y va pas. C'est clair? Eh bien, vous avez tout compris. Il suffit que quoi? On a dit, un enfant qui va naître, c'est le spermatozoïde qui féconde l'ovule, ça fait 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 cellules. Et on a dit tout à l'heure, à l'origine de chaque tumeur, il y avait une cellule devenue cancéreuse et elle s'est mise à faire 2, 4, 8, 16, 32, 64. C'est exactement les mêmes gènes qui sont en jeu pour la vie et pour le cancer. Ce sont ces gènes, ces fameux gènes de régulation ou ces gènes de reproduction, de prolifération. Si un gène s'abîme, si votre ADN s'altère, mais qui s'altère sur un gène de fonction dans une cellule, c'est pas très grave. J'ai probablement quelques centaines de millions de cellules dans mon cœur, eh bien s'il y en a une qui bat plus, et même qui se met à voir, je m'en fous. Je vais pas le sentir, ça. Bon. Par contre, si j'ai une cellule dans n'importe quel organe dans lequel ce gène qui va être abîmé, altéré, c'est le gène qui dit à la cellule de se reproduire, soit l'interrupteur qui est à côté du gène de multiplication, soit le gène de multiplication lui-même qui se met à s'emballer, eh bien, ça va s'emballer, ça va se mettre à se multiplier, alors qu'on ne lui demandait pas. Là, ici, ma main blessée, les cellules devaient se reproduire pour fermer la blessure, et ici, il y a une cellule cancéreuse qui se met à se multiplier, alors qu'on ne lui avait pas demandé. Pourquoi? Parce qu'on a altéré un de ces gènes, soit le gène interrupteur, soit le gène de multiplication, mais quoi qu'il en soit, la multiplication s'emballe alors qu'on ne lui avait pas demandé.
Comment on a compris ça? Et je vous promets, c'est la fin avant de parler de l'alimentation. Comment on a compris ça? En fait, on l'a compris en 1911. Il y avait aux États-Unis, au moment de Thanksgiving, il y avait un éleveur de volailles près de Philadelphie qui a constaté que ses poules mouraient les unes après les autres d'un cancer énorme sur la cuisse, d'un cancer du muscle. Alors il était paniqué, il était en train de perdre son élevage. Il a appelé l'hôpital d'à côté qui est le John Hopkins. Et au John Hopkins, il a demandé au virologue, puisqu'il se voyait bien que c'était comme une épidémie chez ses poules, dans les poulaillers, il a demandé s'il n'y avait pas un virologue qui pouvait venir voir ses poulets. Et il y avait un jeune virologue qui venait d'arriver, qui était tout jeune, qui s'appelait Rouse, R-O-U-S, et qui est venu voir l'éleveur, il a regardé tout ça, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien vu que ses poulets mouraient d'un cancer, alors il a pris un bout de cancer dans la cuisse d'un poulet, et ce bout de cancer, il l'a mis sous la peau d'un poulet sain. Eh bien, le poulet a développé un cancer. Il a dit, ah, c'est la première fois qu'on transmet le cancer. Bien. À ce moment-là, il a pris un bout de cancer chez un poulet, il a écrasé pour faire dans un mortier, pour faire de la purée, il a injecté cette purée sous la peau d'un poulet sain, et le poulet a développé un cancer. Il dit, tiens, c'est étrange. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de tumeur chez un poulet, il a écrasé, il a lavé cette purée de cancer pour en faire une eau de cancer, il a injecté l'eau de cancer sous la peau d'un poulet, il a développé un cancer. C'est devenu de plus en plus dingue. On est en 1911, vous imaginez, on ne connaît pas les gènes, on ne connaît pas tout ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un morceau de tumeur, il va l'écraser, il va le laver, il va le filtrer avec les filtres les plus efficaces qui existaient en 1911, qu'on appelle des filtres de porcelaine, qui ne laissent passer aucune bactérie, rien que l'être le plus petit qui existe, le virus. Il injecte cette eau parfaite, limpide de cancer, et le poulet va développer un cancer. Ce jour-là, il va dire qu'il doit y avoir un virus à l'origine du cancer. Il va mettre des années à l'isoler et il va le trouver, ce virus, il s'appelle le virus du sarcome. Sarcome, ça veut dire le cancer des muscles. Le virus du sarcome de Rouse, ça porte son nom, il aura le prix Nobel. Les choses vont s'arrêter là car il pouvait difficilement aller plus loin. Mais en 1967-68, toujours aux États-Unis, mais avec un Français dans l'équipe, c'était Hélin, à ce moment-là, on a découvert les coupeuses, les colleuses, les synthétiseuses, tous ces petites endonucléases dont j'ai parlé tout à l'heure. On sait s'en servir, donc on sait étudier l'ADN des espèces vivantes. À ce moment-là, cette équipe va reprendre ce fameux virus du sarcome de Rouse, qui donne le cancer chez la poule, et ils vont étudier son matériel génétique, son ADN. Et en fait, on a dit, chaque espèce a un certain nombre, un patrimoine génétique. Ce virus, il a 4 gènes. Nous, on en a 25 000. C'est pour ça qu'on sera toujours plus fort que les virus. Mais des fois, ça prend du temps, mais bon, en tout cas, on finit par y arriver. Ce virus qui avait 4 gènes, avec les petites endonucléases, ils vont couper les 4 gènes. Ils vont prendre juste là, c'est plus le cancer, c'est plus la purée, c'est plus l'eau distillée du cancer qu'ils injectent, c'est un gène, un des 4 gènes. Ils injectent le premier gène à un poulet, et le poulet va faire un bouton, une infection. C'est un virus, c'est un animal infectieux. Ils vont prendre le deuxième gène, ils vont l'injecter sous la peau, et là, le poulet va faire de la fièvre. Le troisième, on s'en fout, et ils vont injecter le quatrième. Et quand ils injecteront simplement un gène de ce virus, eh bien, le poulet va développer un cancer. Et là, ces gens-là vont dire, ça y est, on a trouvé les gènes du cancer, et on va les appeler les oncogènes. Vous avez certainement dû lire ça dans des articles dans la presse. On a trouvé les oncogènes. Et alors, on s'est dit, voilà, le cancer, c'est quand il y a trop d'oncogènes dans l'ADN de quelqu'un, d'une cellule, et cet oncogène qui pousse à proliférer, eh bien, est responsable du cancer. Et jusqu'alors, dans les années qui vont suivre, effectivement, chaque fois qu'on va étudier l'ADN d'une cellule cancéreuse et qu'on va le comparer à l'ADN d'une cellule normale du même individu, on va s'apercevoir que dans l'ADN du cancer, il y a plus d'oncogènes, il y a plus de ces gènes en question. Tiens, c'est normal. Jusqu'au jour, en 1974, où un chercheur américain du nom de Knudson, qui étudiait un cancer très rare, qui est le cancer de la rétine chez l'enfant, on appelle ça le rétinoblastome. On est obligé d'enlever l'œil, mais ces enfants guérissent malgré tout. Mais donc on enlevait l'œil, et quand il va regarder l'ADN des cellules du rétinoblastome, donc du cancer de cet enfant, et qu'il va regarder, il va comparer cet ADN à l'ADN de la rétine normale, sur l'autre côté de l'œil, on va dire, il va s'apercevoir que pour une fois, il n'y a pas plus de gènes d'oncogènes, il y en a moins. Il y a moins de gènes dans le cancer. Alors comment avec moi on peut faire plus? Ben, en fait, je vais vous simplifier tout ça. Ce jour-là, il venait de mettre en évidence les anti-oncogènes, les gènes suppresseurs de tumeurs. Car cette vie qui est la nôtre, qui est tellement subtile, résistante, incroyable, elle n'est que l'équilibre permanent dans chacune de notre million de milliards de cellules, sur chacun de nos 4 mètres multipliés par 1 million de milliards d'ADN. Elle est en permanence liée à cet équilibre incroyable, subtil, entre des gènes qui nous disent de faire quelque chose,
et des gènes qui nous disent d'arrêter de faire cette chose. Et c'est que parce que les uns ou les autres se mettent en marche comme il faut que finalement nous arrivons à survivre à notre vie. Et qu'un cancer, c'est quoi? Ben, c'est quand finalement on a abîmé un gène plus un gène accélérateur, un fameux oncogène, qui est en fait le gène de prolifération, qui est même en fait le gène de la vie. Car ce petit enfant qui va bientôt naître, il ne va bientôt naître que parce que le spermatozoïde a fécondé l'ovule et que l'oncogène de la base s'est mis à se multiplier et la cellule a donné 2, 4, 8, 16. Mais c'est ce même oncogène, quand il est trop excité, qui se met à fabriquer une cellule qui devient cancéreuse. Et quand il n'y a pas assez d'anti-oncogènes, eh bien c'est le cancer. Quand il y a trop d'oncogènes, c'est le cancer. Il faut un équilibre absolument entre ces deux. Car en fait, très vite, après ces expériences, on va s'apercevoir que ce gène qui donne la maladie la plus grave qui soit, le cancer, qui tue tellement de nos concitoyens, surtout dans ces années-là, quand on va regarder où se trouve cet oncogène, ce gène de ce virus qui donne le cancer, on va s'apercevoir que c'est le gène le plus fréquent dans le patrimoine génétique de toute forme de vie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce gène, c'est le gène de la vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. Mais en même temps, quand il est anormalement mis en cause, anormalement mis en jeu, il va contribuer à donner la maladie la plus grave qui existe sur cette terre, puisque c'est la première cause de mortalité au monde, c'est le cancer. Voilà, là vous êtes en 6e, 7e année de médecine, vous avez tout compris. Alors maintenant, comment 20% des cancers sont-ils dus à ce que nous mangeons? Comment cela est-il possible? En fait, les mécanismes qui vont faire que c'est possible, il y en a grosso modo deux. Il y en a un, je citerai juste un mot à la fin, mais il y en a grosso modo deux. Le premier, c'est qu'on a dit, chaque jour, on fabrique 70 millions de cellules. Je vous pose la question, avec quoi on les fabrique? On les fabrique avec ce qu'on mange, les protéines, les lipides, les glucides, les sels minéraux, les vitamines. Sans ce qu'on mange, on ne pourrait pas fabriquer de cellules. D'ailleurs, un enfant qui serait à jeun, qui ne mangerait jamais, il ne grandit pas, il ne fabrique pas de cellules. Vous le savez tous, un animal, une plante qu'on n'arrose pas, qui n'a pas d'engrais, finit par plus arriver à pousser. Donc on a besoin de ce que l'on mange, parce que ce que l'on mange permet de fabriquer des cellules. Donc de la qualité de ce que vous mangez va résulter la qualité des cellules que vous allez fabriquer. Nous sommes ce que nous mangeons. Le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Vous lisez toujours tout le temps ça dans les magazines féminins. Qu'est-ce que ça peut bien être, ce stress oxydatif? En fait, c'est quoi? On a dit, ces cellules, en permanence, elles font des choses. Elles se reproduisent, donc elles fabriquent des chromosomes, elles battent, elles voient, elles pissent, elles font plein de trucs. Mais pour faire ça, elles ont besoin d'énergie. On ne peut rien faire sans énergie. À la fois à l'échelle d'un individu, mais aussi à l'échelle d'une de nos cellules. Il faut de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, une cellule, elle sait faire qu'une seule chose, c'est brûler du phosphore en présence d'oxygène. Quand elle, en présence d'oxygène, elle brûle le phosphore, et en brûlant le phosphore, elle dégage une énergie qui lui permet de faire ce qu'elle doit faire. Or, pour que ce phosphore brûle, il faut de l'oxygène. C'est pour ça que nous sommes obligés de respirer, pour prendre de l'oxygène que nous distribuons à nos cellules. Sauf qu'à l'échelon cellulaire, quand une cellule prend de l'oxygène, elle ne recrache pas du gaz carbonique, elle recrache, en fait, à partir de ces molécules d'oxygène qu'elle utilise pour sa combustion, pour créer son énergie, elle va, en fait, créer des molécules dérivées de l'oxygène qu'on appelle des radicaux oxygénés. Ces radicaux oxygénés, le peroxyde d'oxygène, en fait, etc., ces radicaux oxygénés, on les appelle aussi communément des radicaux libres. Ces radicaux libres, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont libres, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement mobiles, actifs, ils ne savent pas se calmer, s'arrêter, se poser sur la branche d'un arbre comme un oiseau sage. Pas du tout. Ils n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens. Or, n'oubliez pas, ils sont enfermés par la membrane cellulaire dans laquelle se trouve notre petit filament d'ADN très, 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 très fin. Et alors, ces petites molécules très chargées d'énergie, c'est quand même de l'oxygène encore, vont dans tous les sens, tapent, boum, 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 tapent sur des protéines, c'est pas très grave, mais tapent sur l'ADN, et il y avait 3 petites lettres, A, T, C, qui se tenaient la main, pouf, ils tapent sur le T, le A et le C, ils se raccrochent, ça fait AC au lieu de ATC. Et ça s'appelle une mutation dans l'ADN. Et ça, c'est le stress oxydatif. Et ça, c'est ce qui explique pourquoi on a des cancers, une des raisons pour lesquelles on a des cancers. Alors, comment fait-on pour lutter contre le stress oxydatif? En mangeant des antioxydants. Les antioxydants sont des molécules qui sont capables de calmer ces molécules de radicaux libres et de les empêcher de faire des dégâts sur notre patrimoine génétique. D'où viennent les antioxydants? De notre alimentation. Voilà les 2 grands mécanismes qui expliquent comment ce qu'on appelle la nutrigénomique, c'est-à-dire comment ce que nous mangeons contribue ou pas à nous donner ou à nous éviter certains cancers. Alors, il y a une 3e voie, j'en parlerai dans mon livre en septembre qui sort,
mais j'aurais dû juste dire un mot, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, quand même, je ne veux pas que vous sortiez sans avoir entendu ce mot, parce que c'est vraiment un mot qui commence à devenir très sérieusement à la mode et très justement à la mode. L'épigénétique, c'est quoi? Jusque dans les années 2000, on était persuadé, comme je vous l'ai dit, que tout était écrit dans l'ADN. Qui j'ai été, qui je serai en tant qu'être humain, je veux dire, tout est écrit dans l'ADN. La capacité de faire des protéines qui battent, qui voient, qui pisent, qui pensent, qui font tout ce que vous voulez. Alors, on était persuadé qu'en séquençant l'ADN, on allait tout comprendre de la vie. Et effectivement, on a lancé le plan génome. On a dépensé 3 milliards et 10 ans pour faire un chromosome, séquencer un chromosome. Aujourd'hui, avec les machines modernes, nous séquençons les 46 chromosomes en 2 heures pour 500 $. Ça, c'est le progrès technologique. Bien. Et on a beau séquencer de l'ADN de tous les côtés, toutes les espèces, les végétaux, les animaux, nous, tous les malades, les bien portants, les blonds, les bruns, etc., les gentils, les méchants, eh bien, on ne comprend pas tout de la vie en regardant ce qui est écrit dans nos gènes. Pourquoi? Vous prenez deux jumeaux, deux jumeaux vrais, homozygotes, hein, absolument identiques. Vous les prenez, au moment où ils naissent, ils se ressemblent, mais c'est incroyable. Souvent, je me demande comment les parents font pour les reconnaître. Très bien. Et puis, petits, 5, 6 ans, ils se ressemblent énormément. Et pourtant, quand vous regardez à l'échelle de leur vie, vous pouvez très bien en avoir un qui va faire un cancer et l'autre pas, un qui va faire un Alzheimer et l'autre pas, un qui va devenir gros et l'autre maigre. D'ailleurs, on a fait l'expérience récemment, il y a deux Américains jumeaux vrais. On a envoyé un des deux jumeaux sur la Station spatiale internationale pendant 1 an. Et quand il est revenu, on a regardé son ADN, c'était plus le même que celui de son frère jumeau. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ce qu'on appelle l'épigénomique. C'est-à-dire que vous avez le gène pour penser et être intelligent, on va dire, pour rigoler, hein, ça n'existe pas. Mais vous avez le gène qui permet de voir. Très bien. Mais vous pouvez l'exprimer un peu, moyen, beaucoup. Vous pouvez très bien voir, moyennement voir, ne pas voir. Pourtant, vous l'avez, le gène. Eh bien, c'est pareil pour ces deux jumeaux dont un est parti dans l'espace. En fait, notre environnement, notre éducation, notre mode de vie, ce que nous mangeons, ce que nous pensons, le stress, tout ce qui arrive dans notre vie à chaque instant, figurez-vous, est non seulement dû à ce que nous avons sur notre ADN, c'est-à-dire nos gènes, mais influe en retour sur nos gènes. Faut qu'ils s'expriment, ces gènes, ou qu'ils ne s'expriment pas. On a dit, il y a un gène interrupteur qui dit fais-le ou ne le fais pas. Ben, ça va agir sur le gène interrupteur, ça va agir sur chacun de nos 3 types de gènes qui font que finalement, notre mode de vie va finir par influencer notre vie elle-même et notre ADN. Et ça, l'influence du mode de vie sur l'expression des gènes, on a compris ce que c'est l'expression des gènes, c'est le fait de lire un gène et de faire ce qui a marqué dessus. Eh bien, cette influence de notre mode de vie, de nos comportements, de notre éducation, de tout ce que nous vivons, nos stress, nos émotions, l'amour, la haine, etc., tout ça va influer en retour sur nos gènes et expliquer que certains vont développer des maladies et d'autres pas. Alors, l'alimentation, c'est manifestement, et ça on l'a très bien montré avec le curcuma, avec plein de trucs, c'est un des mécanismes par lequel l'alimentation va agir sur nos gènes. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour prendre vous voyez, il valait mieux passer du temps à vous expliquer qu'à répondre aux questions, parce que j'ai toujours mes amis qui me font signe pour aller le dîner. Bon, alors on va quand même aller au bout, et donc on va parler alimentation. Alors, moi, quand j'ai écrit ce livre, Le vrai régime anti-cancer, je vais être honnête, c'était en réaction à une mythologie qui se développait en métropole sur n'importe quoi. Et vous savez, il y a des modes régulièrement qui surgissent. En ce moment, c'est le sucre, mais à l'époque où j'ai écrit ce livre, c'était les oméga 3, etc. Donc tout le monde disait les oméga 3, ça évite le cancer. Tout le monde s'est mis à acheter, à bouffer des oméga 3. Enfin bon. Et donc j'ai dit, mais enfin moi, je suis prof de médecine, j'ai un doctorat de sciences, un doctorat de médecine, je ne peux pas accepter des bruits, des rumeurs. Il faut que je lise, que je comprenne, que j'étudie, j'ai un laboratoire. Et donc je me suis mis à travailler sur ces sujets. Et j'ai constaté que, par exemple, les oméga 3, il n'y avait aucun papier, aucune étude sérieuse qui montrait que les oméga 3, ça protégeait du cancer. Alors donc, je me suis dit, bon, il faut commencer à dire aux gens, parce que tout le monde me posait des questions, je vois quand même énormément de malades toutes les semaines, tout le monde, à la fin de la consultation, me disait, mais docteur, est-ce que je dois manger des pruneaux, des carottes râpées, du lait, des yaourts, n'importe quoi, du sucre, bon. Et à la fin, j'ai dit, il faut que je sache quoi répondre, mais comme un vrai professeur de médecine, pas comme un charlatan. Et donc, je me suis mis vraiment à étudier. J'ai fini par écrire ce livre, Le vrai régime anti-cancer. Mais pour ceux d'entre vous qui l'ont lu, vous savez qu'à la 3e page, je dis, écoutez, je suis désolé, il n'y a pas de vrai régime anti-cancer. Mais c'est l'éditeur qui voulait mettre ce titre pour le vendre. Bon, il s'est très bien vendu, plus de 500 000 exemplaires. Bien. Alors, en fait, il y a quand même des trucs, sinon je ne serais pas là ce soir.
il y a quand même des trucs. Mais il n'y a pas un vrai régime anti-cancer. Arrêtez les uns et les autres de croire qu'en mangeant un truc, vous allez éviter la maladie la plus fréquente, un homme sur deux, la plus grave, hein, première cause de mortalité dans le monde, juste en mangeant des carottes râpées ou en je ne sais pas quoi. Alors, on va reprendre quelques aliments quand même. Donc, quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis dit, je vais commencer par traiter d'un truc bon pour la santé. J'ai un caractère, pour ceux qui me connaissent, plutôt positif, optimiste. Donc, je suis pas très quelqu'un qui dit non à tout. Et donc, je me suis dit, je vais prendre un truc bon. Ma femme, elle arrêtait pas de me dire que je devrais manger plus de poissons. Donc, j'ai attaqué les poissons. Putain, il n'y a rien de plus cancérigène que certains poissons. Vous avez 4 poissons, et je parle pas, vous avez, il y a la DGCCRF en France, elle a étudié la présence de 4 métaux lourds qui sont considérés comme des cancérigènes de niveau 1 par l'OMS, c'est-à-dire il n'y a rien de plus cancérigène, hein, c'est le tabac. Elle a étudié la présence de ces 4 métaux cancérigènes, le mercure, l'arsenic, le plomb, le cadmium, dans tous les poissons pêchés dans 4 ports de pêche, en France, Lorient, Toulon, La Rochelle, et j'ai oublié le dernier, qu'importe. Et alors, c'est incroyable. Il y a 4 poissons, le saumon, le flétan, halibut en anglais, le thon rouge, pas l'albacore et le blanc, et l'espadon, qui sont tellement contaminés par ces métaux lourds que parfois, vous avez dans un morceau de saumon des concentrations en cadmium qui dépassent le seuil de définition des gisements miniers. Ça veut dire que parfois, il y a plus de cadmium dans un bout de thon rouge que dans une poignée de terre d'une mine de cadmium en Afrique. Alors, mangez ça. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais si on fait cuire. Ah non, le cadmium, il ne part pas à la cuisson. Mais si on enlève la peau, eh ben non, le cadmium, il n'est pas dans la peau. Alors, voilà. Donc, il y a des poissons qui sont très cancérigènes. Il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout, y compris des poissons pas chers, comme les sardines, comme la dorade, etc. Mais ces gros poissons qui sont des prédateurs, eh bien, qui mangent les moyens, qui ont mangé les petits, qui ont mangé les très petits, ils ont accumulé des métaux lourds. Alors, la situation semble s'améliorer un tout petit peu. Mais sur le site internet du ministère de la Santé, quand j'ai écrit le livre, il était indiqué par une étude du ministère, hein, pas David Caillac, que 70% de la contamination des Français et des Françaises par ce qu'on appelle les POP, les polluants organiques persistants. Alors, c'est des cancérigènes de niveau 1 qui ont la particularité d'être persistants. C'est-à-dire que quand vous les avalez, ils durent 30 ans dans votre corps avant de sortir. Et pendant 30 ans, ils font leur mécanisme de cancérisation. Vous savez, pour les gens qui ont mon âge, on a tous entendu parler de Seveso, hein, quand ça a explosé, le pyralène, la dioxine, etc. C'est ça les POP. Eh bien, sur le site du ministère, il est indiqué que 70% de la contamination des Français par les POP est due à la consommation de saumon. Alors, il est recommandé dans le même texte, sur le site, pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 3 ans, de ne pas dépasser une portion de saumon par, je crois, 15 jours, si mes souvenirs sont exacts. Et moi, je me suis dit, mais si c'est pas bon pour les enfants et pour les mamans, pourquoi ça serait bon pour moi? Voilà. Alors, vous pouvez manger du saumon pourri par le cadmium, vous pouvez manger des trucs qui sont pas bons, car vous avez ce télomère qui en permanence vient vérifier l'effet néfaste du cadmium, du mercure, de l'arsenic, et qui répare les problèmes. Mais si vous demandez trop à votre organisme de réparer, un jour, il peut mal réparer. Donc ça, c'est les poissons. Mais il y en a des très bons quand même, ça n'a pas beaucoup de calories, c'est un bon aliment, mais pas n'importe quel poisson et pas tous les jours. Deuxième truc, je me suis dit la viande. Alors la viande, en octobre 2015, il y a eu un rapport de l'IARC, qui est le laboratoire de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui a dit la viande rouge est probablement cancérigène. Alors, il y a très peu de journalistes, tout le monde a rapporté l'info, mais je crois que j'ai même pas vu un seul journaliste qui a vraiment lu le rapport, parce que dans le rapport, il est écrit quoi? Il est écrit qu'aucune des études qui ont été vérifiées par les experts n'a montré que la viande rouge était cancérigène. D'ailleurs, sinon, ils auraient dit qu'elle était cancérigène. Ils ont dit probablement pourquoi? Parce qu'en fait, nous connaissons un mécanisme qui peut expliquer pourquoi la viande rouge pourrait être cancérigène. C'est ça qui a marqué dans le rapport. Et c'est pour ça qu'on a décidé de déclarer que c'était probablement cancérigène. C'est quoi ce mécanisme? C'est que pour transporter l'oxygène dans notre sang, nous avons une substance qui s'appelle l'hémoglobine, qui est rouge, hein, hémo, c'est rouge, qui est rouge et qui donne au sang cette couleur rouge. C'est cette molécule qui permet de transporter l'oxygène depuis les poumons jusqu'à tous les tissus, le cerveau, le cœur, les muscles, partout. Comment fait-elle pour transporter l'oxygène? Elle le transporte parce que cette hémoglobine, elle a un atome de fer et qu'accroché à cet atome de fer, on met de l'oxygène. Et ce fer de l'hémoglobine, qu'on appelle le fer hémique, de l'hème de l'hémoglobine, ce fer
eh bien, il est cancérigène. Et où y a-t-il du fer, de l'hémoglobine, si ce n'est dans la viande rouge? Et donc, c'est pour ça qu'ils ont dit c'est probablement cancérigène. Mais ça n'a jamais été démontré. Aucune étude, jamais, n'a montré que la consommation de viande rouge modérée, raisonnable, était cancérigène. Mais, bien sûr, si vous exagérez, comme le font certains Américains dans l'étude, alors c'est extraordinaire, parce que sur les 22 études qui ont servi à l'examen, il y en avait 19 qui étaient américaines. Sur ces 19, il y en avait 18 qui parlaient non pas de grammes de viande rouge par semaine ou par mois, mais de portions de viande rouge par semaine ou par mois. Or, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand les Américains et nous parlons de la viande rouge, nous parlons de la même chose? Alors je vais vous dire, si vous prenez 100 grammes de filet de bœuf, le filet c'est un morceau précis du bœuf, hein, en France, il contient en moyenne, parce que vous avez la viande, la limousine, vous avez l'aubrac, vous avez tout ça, mais en moyenne c'est 150 calories et 4% de lipides. Si vous prenez 100 grammes de filet de bœuf américaine, en moyenne, aussi ils ont plein de races, en moyenne, au lieu de 150 calories, c'est 295 calories. Au lieu de 4% de matière grasse, c'est 24% de matière grasse. Donc quand eux, ils parlent de viande, et quand nous, on parle de viande, on ne parle pas de la même chose. Mais je vous ai dit, non seulement ça, mais 18 études sur les 22 parlaient de portions de viande. Or, les enquêtes de consommation montrent qu'une portion de viande rouge en France, c'est environ 90 grammes. Alors qu'une portion de viande rouge aux États-Unis, c'est 200 grammes. Donc quand eux, ils mangent une portion, nous, on en mange facile 2. Non seulement ça, mais comment est-ce qu'ils la font cuire, cette viande? Les enquêtes de consommation, toujours, montrent que 70% des Américains mangent la viande très cuite, marquée par la flamme. C'est le vieux fantasme du cow-boy qui fait griller sa viande sur le feu de bois. Il faut qu'il y ait de la marque. D'ailleurs, pour ceux qui sont allés aux États-Unis, chaque fois que vous demandez un steak, il est marqué comme s'il avait été fait au barbecue. Bon. Je vous rappelle que dès que vous avez un marquage noir sur un aliment, que ce soit un bout de steak aux États-Unis ou que ce soit une tranche d'aubergine en Italie qu'on a fait griller, dès que c'est noir, c'est exactement comme dans une cigarette. C'est des hydrocarbures polycycliques, des amines aromatiques, de l'acrylamide, des trucs horriblement cancérigènes. Bon. Or, 70% des Français, eux, ils mangent la viande crue, carpaccio, tartare, ou saignante, et pas du tout marquée par la flamme. Donc nous ne parlons pas des mêmes consommations de viande, ni de la même viande entre les études américaines et les études françaises. C'est pour ça que, encore une fois, comme je l'ai dit pour le poisson, vous pouvez manger de la viande rouge. Il ne faut pas en manger tous les jours, il ne faut pas la faire tous les jours au barbecue, il faut être raisonnable. Alors après, quelques exemples de fruits et légumes. Alors, vous avez une très belle étude qui s'appelle la Nurse Health Study, NHS, 60 000 infirmières américaines volontaires qui ont été suivies pendant 12 ans. Tous les jours, en rentrant le soir, elles écrivent avant de se coucher ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont mangé, combien de grammes de céréales, de jus d'orange, combien de fois elles ont été aux toilettes, combien de fois elles ont fait l'amour, si elles ont été au soleil. Tout est marqué, d'accord? Et au bout de 12 ans, on regarde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur les 60 000, il y en avait 2 900 qui ont développé un mélanome malin. C'est un cancer de la peau qui est très grave. Ce mélanome malin, quand on a regardé qu'est-ce que ces 900 infirmières avaient de particulier dans leur comportement par rapport aux 57 100 qui n'en ont pas eu de mélanome, la seule différence, c'était la consommation de jus d'orange. Elles buvaient beaucoup plus de jus d'orange. Alors, après, on s'est mis à essayer de comprendre. Et effectivement, dans le jus d'agrumes, notamment le jus d'orange, il y a une substance qui est hautement cancérigène qui s'appelle le psoralène. Encore une fois, pour ceux qui ont mon âge, vous vous souvenez qu'à un moment donné, on a fait interdire en France, j'étais parmi ceux qui l'ont fait interdire, le Bergasol. Vous vous rappelez de cette crème solaire? En fait, on s'était aperçu, alors qu'est-ce qu'elle avait le Bergasol? C'était une crème solaire dans laquelle le fabricant avait mis du jus de bergamote, c'est-à-dire un agrume comme l'orange. Hein. Or, qu'est-ce qu'il avait ce Bergasol? Les enfants à qui on mettait de la crème solaire Bergasol, ils avaient 4 fois plus de mélanome que les autres. Donc on a fini par la faire interdire quand même. Bien. À cause de quoi? À cause de ces psoralènes. Ces psoralènes, ce sont des molécules chimiques qui sont dans le jus d'agrumes et qui, dès qu'elles sont soumises à la lumière du soleil, à la lumière, tout court d'ailleurs, deviennent cancérigènes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire du jus d'orange, mais il ne faut pas en boire tous les jours. C'est comme pour la viande, comme pour le poisson. D'ailleurs, nous avons perverti notre alimentation, car nos grands-parents buvaient du jus d'orange l'hiver, la saison des agrumes. Mais l'été, ils ne buvaient pas du jus d'orange, ils buvaient du jus d'un fruit d'été. Mais nous, maintenant, où que nous allions dans le monde, dans n'importe quel hôtel, dès qu'on va au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on vous propose? Un jus d'orange. C'est pas normal. La vie, elle n'est pas faite, elle s'est adaptée au cours des millénaires à nos saisons, et notre organisme n'est pas adapté au fait de ne pas suivre les saisons. Par contre, il y a un très bon jus, c'est le jus de grenade. J'ai encore expliqué ça tout à l'heure à la télé
calédonien. Ils ne voulaient pas me croire, mais je vous affirme, tout ce que je vous dis, c'est vrai. Vous pouvez aller dans mes bouquins, c'est marqué. Il y a la référence bibliographique, d'ailleurs, généralement. En fait, il y a 3 études magnifiques qui ont regardé si les hommes, cette fois-ci, qui avaient un cancer de prostate, qui avaient été opérés de leur cancer, mais on sait que malheureusement, un certain nombre vont rechuter. Comment on sait quand est-ce qu'ils rechutent? Parce qu'on dose dans leur sang, tous les 3-4 mois, une substance qu'on appelle le PSA. Et dès qu'on voit le PSA qui remonte, après qu'on ait enlevé la prostate, eh bien, on sait que le malade est en train de rechuter. Et on commence à préparer les traitements, hormones, chimio, etc. Bien. On a pris 3 études, une en Angleterre, 2 aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des malades atteints de cancer de prostate, à qui on avait enlevé la prostate, qu'on était en train de surveiller. On les a séparés en 2 groupes. Un groupe, ils buvaient ce qu'ils voulaient. L'autre groupe, on leur a demandé de boire tous les jours 250 millilitres, un quart de litre, un grand verre, de jus de grenade, dans d'autres jus de grenade mélangés avec du thé vert et du gingembre, etc. Mais enfin, qu'importe, c'était le jus de grenade qui était là. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Que le groupe qui prenait du jus de grenade, il y avait quand même 40% de rechute en moins au bout du compte, et que pour ceux qui finissaient par rechuter, ils rechutaient à peu près avec 50% de délai de plus. Ça veut dire que vraiment, c'est très efficace pour les cancers qui dépendent des hormones, cancer du sein, cancer de la prostate pour l'homme, cancer du sein pour la femme. Donc voilà, un très bon jus, mais même s'il est très bon, je conseillerais à personne de boire ça tous les jours. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme autre... donnez-moi 2-3 trucs que vous voulez. Le curcuma. Alors le curcuma, il y a beaucoup d'études partout dans le monde qui montrent que la poudre de curcuma, qui contient un principe actif qui s'appelle la curcumine, c'est quelque chose d'autrement anti-cancer. Ça marche, non pas pour traiter le cancer, attention, c'est pour prévenir le cancer. Il n'y a pas de régime pour quelqu'un qui a un cancer. Bon, il peut prendre un peu, si c'est un cancer du sein, du jus de grenade, ça ne peut pas lui faire du mal, mais pour autant, il n'y a pas un régime quand on a un cancer. Ce sont des régimes préventifs. Alors, le curcuma, ça marche très bien, mais 2 choses. Le curcuma, dans toutes les études où ça a montré une efficacité, c'est 8 grammes par jour. Moi, je connais personne sur cette terre qui a envie de manger 8 grammes de curcuma tous les jours. C'est impossible, c'est dégueulasse. Tous les jours, 8 grammes. 8 grammes, c'est beaucoup, hein. En plus, attention, le curcuma, ça dure pas assez longtemps dans votre corps quand vous l'avez ingéré pour faire son action. Pour que ça fasse son action, il faut se débrouiller pour que faire en sorte que le curcuma reste plus longtemps dans votre corps, qu'il augmente sa durée de vie dans votre organisme. Comment fait-on? On met du piquant, du poivre ou du piment qui multiplie la vie, ce qu'on appelle la demi-vie du curcuma dans le sang par 2000. Et là, le curcuma, il commence à être efficace. Donc voilà, curcuma. Alors, il y a un autre truc, la vitamine... Attendez, je vais vous dire, il y a une très belle étude qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle SELECT, S-E-L-E-C-T. S comme sélénium, E comme vitamine E, 34 000 Américains, hommes, femmes, volontaires, suivis, répartis en 4 groupes. Un groupe tous les matins, un comprimé de sélénium, un groupe tous les matins, un comprimé de vitamine E, un groupe tous les matins, les deux, et un groupe tous les matins, un placebo, c'est-à-dire un comprimé avec rien dedans. Et on a été obligé d'interrompre l'étude avant sa fin, car on s'est aperçu que dans le groupe qui prenait vitamine E seul, les hommes avaient 4 fois de plus de cancer de prostate. Donc vitamine E, et ça aussi je reviens sur un truc, vitamine E pour les femmes, aucun problème, ils n'ont pas de prostate. Vitamine E pour les hommes, pas bon. Je vais vous prendre la vitamine A, le bêta-carotène, les rétinoïdes. Alors là, vous savez, c'est une très belle histoire. C'est un copain à moi qui s'appelle Laurent Degosse, hématologue à Saint-Louis, qui, très jeune, est parti, au moment où on a rouvert les relations avec la Chine, est parti à Shanghai dans un voyage d'études. Et là, nous, on était à Saint-Louis, j'étais hématologue moi aussi, et on traitait les leucémies avec des greffes de moelle, enfermés en chambre stérile pendant 6 semaines. Enfin, c'était lourd, hein. Et là, il arrive à Shanghai, et là, le type, qui était pauvre comme Job, les médecins, les hôpitaux n'avaient rien, il lui dit, moi, je traite une certaine leucémie, on l'appelle la promyéliocyte. Il traitait cette leucémie avec une poudre de carotte. Il dit, c'est pas possible, si, juste une poudre, nous, greffe, machin. Et donc, il a rapporté la poudre, et cette poudre, c'était en fait de la vitamine A. Et donc, effectivement, quand vous mettez de la vitamine A sur certaines cellules malignes, cancéreuses, leucémiques, souvent, il arrive qu'elles redeviennent normales. Les mutations sont réparées comme par enchantement. Alors, on s'est dit, ça doit être super, hein, notamment pour une maladie qui est le cancer du poumon, parce qu'à l'époque, on est dans les années 80, on pense que c'est dû au tabac, ce qui est vrai, et que donc le tabac finit par abîmer tous les jours, le type fume quand même tous les jours généralement, il finit par abîmer ses cellules, et si on pouvait en même temps qu'il les abîme, les réparer avec la vitamine A, ce serait super, il n'y aurait plus de cancer du poumon. Donc là, il y a eu 4 études mondiales, chacune c'était 5 à 10 000 volontaires,
c'était toujours des hommes de plus de 50 ans, fumeurs, gros fumeurs, plus d'un paquet par jour pendant 20 ans. Toujours, on a réparti en 2 groupes dans les 4 études, une avec un placebo, rien, et l'autre avec, ils ne le savent pas les gens, et l'autre avec soit de la vitamine A, soit des dérivés de la vitamine A, le bêta-carotène et rétinoïdes. Et on pensait que ce groupe-là allait avoir moins de cancer du poumon. Eh ben non, ils ont eu 3 fois plus de cancer du poumon. Donc la vitamine A, chez ceux qui ne fument pas, c'est pas gênant. Chez ceux qui fument, il ne faut pas. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ce que je viens de vous expliquer? C'est qu'il n'y a pas de régime universel contre le cancer. Ce qui est bon pour l'homme n'est pas forcément bon pour la femme. Ce qui est bon pour les blonds n'est pas forcément bon pour les bruns. Ce qui est bon pour les jeunes n'est pas forcément bon pour les plus âgés. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est que probablement, tout est possible. On a des systèmes tellement performants de vérification, de réparation, qu'on peut probablement manger ce que l'on veut. Même les choses cancérigènes, comme le barbecue ou la cuisine au wok, par exemple, qui est hautement cancérigène. Mais c'est pas grave si on ne le fait pas tous les jours, parce qu'on a de quoi réparer toutes les bêtises qu'on fait dans notre organisme. Mais si on commence à faire toujours les mêmes modes de cuisson, à manger toujours les mêmes aliments, là on prend des risques, parce que comme on ne sait pas très bien à dire à l'avance qu'est-ce qui est bon pour vous, ou pour moi, ou pour l'autre, et qu'est-ce qui n'est pas bon, on prend le risque de manger quelque chose qui effectivement n'est pas bon. Donc, la conclusion du vrai régime anti-cancer, c'est suivez les saisons, variez les aliments, variez les modes de cuisson. Ne mangez pas des oranges en été, ne mangez pas des tomates en hiver, ne mangez pas de la viande tous les jours. Voilà, ayez un régime équilibré, veillez à conserver votre poids, car l'embonpoint, même si c'est mon cas, augmente le risque de cancer. Bon, mais chacun choisit ce qu'il veut. Et donc, faites attention à ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie infiniment. Merci d'avoir été là avec moi.